Vous êtes donc ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Vous êtes un grand spécialiste des questions d'immigration. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande interview. On va revenir déjà sur ce qu'a dit le président de la République hier soir. J'imagine que vous avez regardé les vœux d'Emmanuel Macron. Il veut faire, je cite, de 2024 une année de détermination. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces vœux? Qu'est-ce que vous êtes dit en regardant le président de la République hier soir? Je me suis dit qu'il avait manifestement pas envie de parler du fond, parce qu'il doit réserver des annonces de fonds pour le reste du mois de janvier. Et donc, il s'est réfugié dans des mots ou dans des verbes, détermination, résultat, efficacité, qui peuvent être employés, si j'ose dire, sur tous les champs possibles, mais qui ne disent rien de ses intentions sur le fond. Et puis, je l'ai trouvé bien optimiste sur un certain nombre de sujets. Je l'ai trouvé bien optimiste sur l'emploi, alors que l'Allemagne, notre principal partenaire économique, est en récession, alors qu'en France, le secteur du bâtiment connaît une crise sans précédent, avec une baisse de 25% des permis de construire l'année dernière. C'est la dernière statistique qui est tombée hier ou avant-hier. Donc bien optimiste sur l'emploi, bien optimiste sur l'innovation et la recherche, avec une formule qui, à mon avis, a suscité pas mal de questions. Il a dit qu'en 2027, nous aurions 10 ans d'avance. Alors, je ne sais pas si on aura 10 ans d'avance sur le nucléaire ou sur l'intelligence artificielle, mais apparemment, on part de loin. Et en tout cas, pour ça a suscité beaucoup de questionnements. Pour les habitants du canton de Bonnières, vous voyez, à l'extrême ouest des Yvelines, nous, on a essentiellement des problèmes de transport. Et on ne demande pas à être en avance, on demande juste à être, si j'ose dire, à l'heure. On demande juste à ce que ça fonctionne normalement. Et puis, il y a un dernier sujet sur lequel j'ai trouvé bien optimiste, c'est l'école. Parce qu'il a dit qu'on avait beaucoup investi dans l'école, tant mieux. Mais les Français se souviennent tous qu'on a terminé 2023 avec des résultats catastrophiques au niveau du classement PISA. Alors, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a beaucoup d'énergie et de dynamisme, qui a l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes, mais il faudra juger sur pièce, il faudra juger sur les résultats. Et là aussi, hier soir, on est un peu resté sur notre faim. Il y a eu cette question des drapeaux, les drapeaux des nations olympiques derrière Emmanuel Macron, qui n'a rien expliqué. Du coup, c'était aussi assez mystérieux, le drapeau français noyé parmi les autres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Noyé, pas tout à fait, parce qu'il était complètement sur le côté, donc on le voyait bien. J'ai pas réalisé, pour ne rien vous cacher, que c'était les drapeaux olympiques. Ah oui, le président ne l'a pas dit, donc. Non, je me suis demandé s'il n'y avait pas des drapeaux de pays européens. Bon, enfin voilà. Bon. Et vous n'avez pas vu un symbole de la France noyé parmi les autres pays? Bon. Non. J'ai trouvé le président de la République également silencieux, et j'ai trouvé que c'était révélateur sur un certain nombre de sujets. Je l'ai trouvé silencieux sur le problème des émeutes urbaines qui ont marqué notre pays au mois de juin. Le pays a feu et à sang en juin et en juillet dernier. Des délinquants qui ont volé, qui ont pillé, qui ont agressé. D'ailleurs, Gérald Darmanin se rend à Montargis ce matin. Tout à fait. Montargis qui a été particulièrement saccagé. Et puis là, quasiment rien. Non, rien, pas un mot. Comment vous l'expliquez, vous? Je pense que le président de la République se dit que son rôle, c'est d'égrener les bonnes nouvelles. Donc, de ce point de vue-là, l'exercice d'hier soir a été parfaitement réussi. Mais, sauf que les Français ne sont pas idiots, ils ont un tantinet de mémoire. Sur le registre de la lucidité, par contre, encore une fois, on est resté sur notre faim. Pas un mot, en effet, sur les émeutes urbaines. Parce que, jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de dire que ce qui caractérisait l'évolution de la délinquance en France, c'était l'augmentation des violences aux personnes. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est très inquiétant. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité de beaucoup de nos concitoyens. Mais ce qu'on a constaté aussi, à l'occasion de ces émeutes urbaines de juin, c'est une explosion des violences contre les biens. Et moi, je pense à tous ces maires qui ont été frappés dans leur commune, qui ont vu leur hôtel de ville, leurs écoles, leurs mairies, leurs salles des fêtes détruites par des incendies, pillées, saccagées. Rien hier dans l'allocution du président de la République. Alors, il a rappelé que des moyens nouveaux avaient été dégagés pour les policiers et pour les gendarmes. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à l'action des policiers et des gendarmes qui, cette nuit encore, ont contribué à assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors, ça n'a pas été parfait et vous l'avez dit, il faudra attendre les résultats définitifs dans le courant de la matinée. Mais en tout cas, je voudrais rendre hommage à ces professionnels des forces de l'ordre pour lesquels il n'y a pas de jour de fête, pour lesquels il n'y a pas de nuit de repos, pour lesquels on est en permanence sur le qui-vive au service de la sécurité de nos concitoyens. À chaque événement, il faut mobiliser
des milliers, des dizaines de milliers de policiers désormais en France. Le réveillon du 31 fut un temps, vous l'avez connu, je l'ai connu, c'était la fête. Il n'y avait pas besoin de 90 000 policiers mobilisés sur tout le territoire. Qu'est-ce que ça dit du pays? Alors, c'est vrai que ces chiffres sont très impressionnants. Et qu'au fond, à la fois on s'en satisfait, excusez-moi de vous couper, mais à la fois on s'en satisfait, et avec ça, je trouve ça on se dit le chiffre inquiétant. Oui, on se dit que le ministre de l'Intérieur fait le job, puisqu'il a œuvré à cette mobilisation. Et en même temps, on se souvient que ça représente quasiment le tiers des effectifs de police et de gendarmerie qui ont été sur le pont, comme vous le dites, pour une nuit de réveillon. Mais l'année compte 365 jours. Est-ce qu'on est capable de maintenir ce niveau de mobilisation tous les jours? À l'évidence, non. Le président de la République a rappelé hier que des moyens nouveaux avaient été dégagés en termes de création d'emplois, de policiers, de gendarmes, de magistrats. Là aussi, il faudra juger au résultat. Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. La fin de l'année 2023 aura été marquée par l'adoption, dans la douleur, du projet de loi, mal nommé, disent certains, le projet de loi immigration. Le vote d'une motion de rejet par les oppositions a obligé le gouvernement à faire des concessions sur cette loi immigration. On va y venir. Qu'est-ce qu'elle va vraiment changer, cette loi immigration, déjà? Si tant est qu'elle soit adoptée à 100%, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer. Alors, la loi va améliorer les conditions dans lesquelles le ministère de l'Intérieur pourra mettre en œuvre les mesures d'éloignement. Et c'est la raison pour laquelle, comme d'autres personnalités, je pense notamment à Thibault de Montbrial, je l'ai soutenue. C'est parce qu'elle représente un pas dans la bonne direction. De ce point de vue-là. Elle va par ailleurs permettre de faire mieux fonctionner nos procédures d'asile en répartissant la Cour nationale du droit d'asile sur l'ensemble du territoire, ce qui mettra fin à un certain nombre d'abus constatés dans le fonctionnement de cette juridiction qui était jusqu'alors totalement centralisée. En revanche, la loi ne changera pas grand-chose sur les flux d'immigration légale. Et j'ai d'ailleurs été très frappé dans l'intervention hier du président de la République. Il a parlé de cette loi, il a parlé du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, il a parlé de mieux intégrer, il n'a pas dit un mot des flux d'immigration légale. Or, ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, c'est que pour mieux intégrer, et là-dessus, il y a un consensus en France, pour mieux intégrer, il faut réduire les flux d'immigration légale. Cette loi ne le permettra pas, parce que nous avons besoin, pour le faire, à la fois d'une révision constitutionnelle qui est portée par une partie de l'opposition de droite et à laquelle manifestement le président de la République ne se résout pas. Nous avons besoin d'une révision constitutionnelle pour établir des quotas d'immigration et nous avons besoin par ailleurs de renégocier un certain nombre d'accords internationaux, d'accords bilatéraux. D'accords internationaux, ça pose la question de l'Europe. D'accords bilatéraux, ça pose la question des principaux pays d'origine de l'immigration pour la France, qui sont, pour faire court, nos anciennes colonies, avec lesquelles nous avons des accords d'immigration. Le plus spectaculaire, le plus emblématique, c'est celui de l'Algérie, qui n'a pas été sérieusement renégocié depuis plus de 20 ans et qui appelle plus qu'un toilettage. Il faut revoir nos relations avec l'Algérie. Il faut évidemment revoir... notamment l'accord de 1968 dont on a beaucoup parlé. Absolument. Alors, je voudrais ajouter un autre point. Oui. J'ai trouvé le président de la République alors tout à fait silencieux. C'est un point qui est pourtant essentiel pour l'avenir de notre pays, qui est la démographie. Alors, je ne dispose pas des chiffres définitifs pour l'année 2023. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, nous assistons, pour les 9 premiers mois de 2023, nous assistons à un véritable affaissement du nombre des naissances, Romain Desarbres. Le nombre des naissances sur les 9 premiers mois de l'année était en baisse de 7%. Ça a l'air de rien, mais quand vous y réfléchissez, sur une seule année, perdre 7% en termes de naissances pour notre pays, ça veut dire que notre pays, qui jusqu'à maintenant avait un atout considérable par rapport aux autres pays européens, nous avions une démographie dynamique, ou en tout cas relativement dynamique. Nous risquons, je n'ai pas encore une fois les chiffres définitifs pour 2023, nous risquons de terminer l'année avec un solde naturel, c'est-à-dire une différence entre les naissances et les décès,
qui sera quasiment à l'équilibre. Ça ne s'est jamais vu. Sur les 9 premiers mois de l'année, il y a plus de naissances que de décès, mais il y a de moins en moins de naissances, et du coup, à la fin de l'année... Et du coup, ce qu'on appelle le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès... Pour être à l'avantage des décès. Il y aura plus de décès que de naissances. Je ne vais pas jusque-là. Attends, mais en tout cas... Comment vous l'expliquez? Pourquoi les Français font moins d'enfants? D'abord parce que la politique familiale, qui avait été une des grandes caractéristiques de la France depuis 1945, a été démantelée par François Hollande. C'est-à-dire qu'on a cassé ce qui faisait l'originalité de la politique familiale à la française, qui était une politique qui aidait toutes les familles sans considération de leur niveau de ressources. On aidait toutes les familles. C'est ça, une vraie politique familiale. Eh bien, on a cassé ça à partir des années 2013-2014, et les effets n'ont pas tardé à se faire connaître. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, moi, je ne suis pas un spécialiste de démographie, mais l'année 2023 a été marquée par une série de crises, par une série de difficultés pour le pays. L'inflation, la poursuite de la guerre en Ukraine, les événements du Proche et du Moyen-Orient, tout ça est assez anxiogène. On ne peut pas exclure que tout ça ait pesé sur le moral des ménages. Et puis il y a un troisième facteur, c'est l'inflation. C'est l'inflation qui vient rogner le pouvoir d'achat, qui vient placer toute une série de ménages dans une situation difficile sur le plan pécuniaire. Je pense notamment aux classes moyennes, et je pense que tout ceci a une influence sur la démographie de notre pays. Et tout ceci aura des conséquences pas immédiates, parce que le problème de la démographie, c'est que ça n'a jamais de conséquences dans l'année qui suit. Ça a des conséquences, à horizon de 7 ou 8 ans en matière de scolarité, en matière d'effectifs scolaires, en matière de fonctionnement de l'école. Mais ça a des conséquences à horizon de 20 ans sur la population active de notre pays, sur notre capacité les bras et les cerveaux, notre capacité à créer de la croissance. Patrick Stefanini, je voulais vous entendre également, évidemment, sur l'AME, l'aide médicale d'État. Elle a été extraite, la réforme de l'AME a été extraite du projet de loi immigration. Et maintenant, on va voir ce que nous propose le gouvernement. Bon, vous êtes confiant? Elisabeth Borne a promis qu'il y aurait une réforme de l'AME. Est-ce qu'elle va aller dans votre sens? Est-ce que ça va être une vraie réforme ou une réformette? Qu'est-ce que vous voyez venir? Vous qui avez, je le rappelle, écrit ce rapport avec Claude Évin sur l'aide médicale d'État, qui coûte environ 1 milliard d'euros chaque année. Et c'est une aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière. Absolument. C'est même la seule aide qui est réservée exclusivement aux étrangers en situation irrégulière, ce qui permet à certains experts de dire que ça permet de mesurer le nombre des clandestins en France. Et il y a de plus en plus de bénéficiaires. On a passé le cap des 400 000 bénéficiaires. Alors, moi, je n'ai pas d'informations particulières sur ce que le gouvernement fera du rapport que nous avons remis avec Claude Évin début décembre. J'observe d'ailleurs que le ministre de la Santé, qui était un des commanditaires de ce rapport, a démissionné. Aurélien Rousseau. Oui. Ce que je sais, comme tous les Français, c'est que Mme Borne, dans une lettre adressée au président du Sénat, a promis qu'il y aurait une initiative en la matière. Donc j'imagine, puisque le président du Sénat, c'est le président d'une assemblée législative, une initiative législative. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certaines sont relativement simples. Par exemple, priver du bénéfice de l'AME les étrangers clandestins qui font l'objet d'une mesure d'éloignement. Ça paraît l'évidence. Clandestins sous OQTF, plus d'AME. Oui, en tout cas au minimum sous OQTF pour menace à l'ordre public. Ce serait le minimum. Il faut revoir la définition des bénéficiaires. Vous avez dit que le nombre des bénéficiaires était en forte hausse. Il se trouve que la définition des bénéficiaires, notamment au plan familial, est particulièrement large pour l'AME. Ce n'est pas le cas pour les autres prestations sociales. Pour l'AME, le conjoint ou le concubin ou ce qu'on appelle le cohabitant peut bénéficier de l'AME en même temps que l'étranger en situation irrégulière. Il faut revoir tout ça. Et puis, nous avons proposé également des mesures de bon fonctionnement. Nous avons proposé une mesure très simple qui consisterait à informatiser la carte de bénéficiaire de l'AME à l'image de la carte vitale, de manière à mieux contrôler la consommation de soins des bénéficiaires de l'AME et à mieux contrôler leur nombre. Et éviter les excès. Donc tout ça est sur la table. Le Sénat souhaiterait qu'on aille plus loin en réduisant le panier de soins à ce qu'on appelle les soins urgents et les maladies graves.
Alors, nous avons pointé dans notre rapport un certain nombre de difficultés qui s'attachent à cette proposition. Je voudrais juste pointer la principale. Oui. Je vais très vite. Soins urgents ou maladies graves, c'est des notions très subjectives. Au final, qui décidera? C'est le médecin à l'hôpital qui recevra le clandestin.